Salut! Bienvenue chez les amoureux des jeux, c'est mon premier live Twitch, du coup peut-être qu'il y aura des petits couacs et tout ça, mais dites-le moi si jamais ça ne va pas, et puis voilà. Du coup on va commencer par une petite présentation. Bienvenue à tous, je m'appelle Marie, ça fait 1 an et demi que j'ai créé ma page Les Amoureux des Jeux, et depuis... Oh, merci Sylvanette Power pour ton follow. Ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là. Du coup, je disais que ça fait 1 an et demi que je fais ça, et ça fait 6 mois que j'ai ouvert une page TikTok et YouTube, si jamais ça vous intéresse, où je mets des vidéos de présentation de jeux. Voilà. Pour moi, ça fait depuis toujours que je suis dans le monde du jeu parce que j'ai mon papa qui est très joueur et c'est lui qui m'a passé sa passion, et donc depuis toute petite il m'a fait jouer à plein de jeux, voilà. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de partager cette passion avec vous, et du coup d'ouvrir une chaîne Twitch pour parler de jeux avec vous. Donc là, mon premier live, j'ai choisi de faire un live sur Paris et Ludique, le festival qui a eu lieu ce week-end à Paris. Mais après, j'aimerais bien faire des lives avec des présentations de jeux où je vous explique les règles d'un jeu et on joue en solo ou ensemble. Voilà, peut-être aussi des parties BGA, on verra. Mais on verra selon ce qui vous intéresse. Bon, la vidéo est un petit peu floue, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai pas encore un matériel tip top, vu que je voulais déjà voir si ça se passait bien les lives, et si jamais ça se passe bien, et j'investirai sur du matériel un peu plus d'une meilleure qualité, quoi. Ah voilà, vous voyez le chat. Ok. Du coup, on va commencer la présentation de Paris et Ludique. Du coup, Paris et Ludique, comme je le disais, c'était ce week-end, et c'était sur 3 jours, le vendredi pour les pros presse et le samedi dimanche pour tout public. Du coup, moi j'ai été le vendredi et le samedi et le dimanche. On va commencer. Du coup, le vendredi, le premier jeu que je suis allée tester, c'est Donuts de chez Funforge. Donc c'est un jeu de Bruno Catala, illustré par Philippe Noura, qui va sortir, je crois, vers septembre. Et du coup, à la base, je sais pas si vous connaissez Insert, c'est un jeu qui est jouable sur BGA. D'ailleurs, vous voyez en haut à gauche, j'ai mis le petit icône BGA. Quand vous voyez ce petit icône, c'est que le jeu que je vous présente est jouable sur BGA. Donc voilà, donc là Donuts, bon, il est jouable sur BGA mais sous forme de insert. À la base ça s'appelle insert parce qu'en gros dans la mécanique de jeu on va essayer de s'insérer dans entre deux donuts du joueur adverse, et donc c'est pour ça que ça s'appelait insert à la base, et à la base c'était juste des ronds rouges et noirs, et donc Funforge a voulu remanier le jeu pour qu'il soit peut-être plus attirant pour le public, et puis pour faire de ce jeu abstrait peut-être un jeu un peu moins abstrait avec le thème des donuts. Et moi je trouve que ça marche super bien, ce thème, ça donne faim en plus quand on joue. Vous pouvez même acheter des donuts à côté pour les manger en même temps. Et du coup donc dans Donuts, qu'est-ce qu'il faut faire? En gros il va falloir aligner 5 donuts de sa couleur. Et pour ça, en gros, le premier joueur, vous voyez sur le plateau, il y a des cases qui sont divisées en 2 couleurs. Le premier joueur va jouer n'importe où sur le plateau, mais après, le joueur suivant va devoir jouer en suivant la ligne qui est indiquée par la case où le joueur a joué. Donc si le joueur joue dans une case avec une diagonale, et du coup, le joueur suivant devra jouer dans la diagonale indiquée par la ligne. Et ainsi de suite. Et du coup, le but, ça va être d'essayer de s'insérer entre 2 donuts adverses, parce que, en gros, quand on va faire ça, on va retourner les donuts adverses, qui sont de part et d'autre de notre donuts qu'on vient de poser, et ils vont devenir de notre couleur.
Et donc ça va nous aider pour aligner les 5 donuts pour gagner. Voilà, c'est tout simple, c'est hyper malin. Nous, quand on y a joué au fige non, au pelle, pardon. Quand on y a joué au pelle, oh merci Elri Wesh, pardon pour la prononciation. Merci pour le follow. Je disais donc, quand on y a joué, nous, vendredi, on a tellement aimé qu'on a fait 3 parties. On a fait 3 parties parce que la première, j'ai gagné, la deuxième, mon chéri a gagné, et du coup, on a dit, bah, on est obligé de faire la belle, hein. Donc, on a fait une 3e partie, et malheureusement, j'ai perdu. Mais c'était quand même un très, très plaisant à jouer, et je pense qu'il va rentrer dans notre ludothèque. Voilà. Je peux vous montrer un peu plus, voilà. Là, vous voyez une fin de partie où les donuts marrons ont gagné sur la ligne à gauche. Alors, le deuxième jeu qu'on a fait, c'est Knarr chez Bombix. Knarr, c'est un jeu de Thomas Dupont, illustré par Antoine Carion, et du coup, dans ce jeu, on va incarner des vikings qui partent en voyage, et donc on va vouloir récupérer des dracars pour faire en gros, pour gagner, c'est celui qui aura fait le tour du plateau en nombre de points de victoire qui gagnera. Je sais pas si j'ai une photo du plateau. Bon, on voit pas super bien, mais du coup, les points de victoire font le tour du plateau. Alors, je l'ai testé, effectivement, il est trop bien, le jeu est addictif. Une fois qu'on a fait une partie, on peut plus s'arrêter. Tu parles de Donuts ou de Knarr? Elrivesh. Du coup, je disais pour Knarr, le premier qui a fait le tour du plateau remporte la partie. Pour faire le tour du plateau, il va falloir remporter des points de victoire. Et pour remporter des points de victoire, on va récupérer des cartes. Enfin, on va jouer des cartes, puis en récupérer d'autres et récupérer des dracars. Pour récupérer des dracars, il va falloir se défausser des cartes qu'on aura jouées devant soi. Elrivesh, oui, du coup, Donuts, c'est vrai que c'est addictif. Et c'est pour ça qu'on a fait 3 parties. Du coup, pour Knarr, donc votre but, ça va être de récupérer des dracars pour, en gros, je sais pas si vous voyez sur la photo, là, à droite, on va superposer les cartes et ça va nous faire 3 chemins. Et en gros, on va après dépenser des bracelets qu'on voit sur notre bateau. Il y a des petits emplacements avec 3 bracelets et on va pouvoir dépenser ces bracelets pour récupérer les effets de ces 3 petits chemins. Du coup là sur le premier chemin de mes dracars, on voit qu'il y a une carte, enfin il y a un symbole carte avec un plus, ça voudrait dire que quand je vais dépenser un bracelet, je vais pouvoir gagner le premier chemin, c'est-à-dire piocher une carte du tas et l'ajouter à mes cartes devant moi. Le deuxième chemin, il y a un symbole de tête de personnage, et du coup, je sais plus le nom de ce pion, mais c'est pour pouvoir ensuite, au moment de récupérer des cartes, on va pouvoir défausser ces petits jetons pour pouvoir prendre une autre carte que celle qu'on devait prendre. Et à la fin de ma 3e ligne, on voit qu'il y a 3 symboles identiques, c'est des symboles de points de victoire, donc c'est ça qui va me permettre de gagner des points de victoire, mais aussi les cartes que je vais jouer. Et donc en fait le jeu c'est un jeu, enfin on va créer son petit moteur en mode on va poser ses cartes, on va en récupérer d'autres, on va les défausser pour acheter des dracars, etc. Et donc ça c'est assez fluide et sympa. Moi j'ai bien aimé, il est aussi jouable sur BGA comme vous pouvez le voir en haut à gauche. On a bien aimé, mais je pense pas qu'il va rentrer dans notre ludothèque. En plus, comme il est jouable sur BGA, je pense qu'on va, si on veut y rejouer, on rejouera sur BGA. Mais voilà. Mais sinon, je trouve que les illustrations sont super belles et le thème est vraiment sympa et bien représenté par la mécanique. Ensuite, je suis allée au stand d'Ori Games. Ori Games qui est mon éditeur préféré. J'adore tous les jeux qu'ils proposent. Et donc là, ils proposent bientôt en septembre-octobre un nouveau jeu. Oui, la boîte et le thème ressemblent à Valbara. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait penser un peu à ça.
Et c'est pour ça que j'aime bien, j'adore Valbara, et il se joue très bien, on l'a à la maison, et j'adore le ressortir de temps en temps. Mais je pense que je préfère quand même Valbara à Knar. Du coup, pour À la recherche des espèces disparues, je sais pas si vous connaissez À la recherche de la planète X. C'est un jeu où on va devoir trouver en ayant des indices, etc. C'est un jeu de logique et de déduction. Et il va falloir trouver dans quel quartier du plateau la planète X se trouve. Là, dans À la recherche des espèces disparues, c'est le même principe, sauf que on va interroger les différents espaces de l'île pour trouver l'espèce disparue. Et pour ça, on va interroger différents espaces et demander où se trouve le serpent, où se trouvent les couscous, etc. Les différents animaux. Et on sait que par exemple, certains animaux... c'est parfait, meilleur jeu celui-là. Oui, c'est le meilleur jeu. Je pense que c'est un de mes coups de cœur du salon, ce jeu-là. Comme j'adore À la recherche de la planète X, bah, j'ai voulu absolument tester celui-là, À la recherche des espèces disparues. Et si vous aimez les jeux de logique, les jeux de déduction, foncez, il est vraiment top. Je trouve que il est un niveau au-dessus que À la recherche de la planète X, parce que À la recherche de la planète X, on va tourner autour d'un plateau, alors que là, ben vu que, comme vous voyez sur la photo, c'est plusieurs hexagones, on peut aller un peu n'importe où sur l'île et il y a beaucoup de possibilités possibles. On ne fait pas que tourner en rond. On aura devant nous un petit paravent avec notre feuille pour prendre des notes. Sur notre feuille, on retrouve les hexagones qui sont sur le plateau et ça va nous aider à émettre nos hypothèses pour trouver l'espèce disparue. Le jeu est accompagné d'une application qu'on va venir interroger pour nos différentes actions. Et à la fin, quand on va faire l'action de trouver l'espèce disparue, elle va nous dire si on a réussi ou pas. Donc là, par exemple, on a réussi. C'est un jeu totalement compétitif. On est chacun dans notre coin en train de chercher l'espèce disparue et on se passe l'application. On peut chacun avoir l'application sur son téléphone et à chaque tour, on dit quelle action on fait, on interroge l'application et elle nous donne la réponse. Moi, je trouve que il y en a qui aiment pas trop les jeux avec application, mais moi, je trouve que là, l'application est vraiment bien faite et du coup, bah enfin, elle n'est pas trop intrusive dans le jeu, c'est vraiment juste un élément qu'on va venir interroger comme une sorte de livret qu'on pourrait feuilleter quoi et consulter. Bah là, c'est l'application qui le fait et je trouve qu'elle le fait très bien. Et je trouve que le plateau est vraiment joli. J'ai vraiment hâte qu'il sorte celui-là pour y rejouer et puis essayer de trouver toutes les espèces disparues. Ah oui, un dernier détail aussi, c'est que le plateau est recto verso et donc là on a joué avec le premier recto et au verso l'île est plus ronde, donc en fait il y a plus de morceaux d'île qui sont au centre et donc les stratégies vont être différentes parce qu'en fait dans les actions qu'on aura on pourra soit se déplacer à pied, soit se déplacer en bateau, mais du coup forcément quand on se déplace en bateau on ne peut atteindre que les îles aux extrémités et quand on se déplace à pied on peut rentrer dans les terres si on peut dire, mais du coup le coût en temps pour se déplacer à pied est plus élevé qu'en bateau parce que forcément on marche moins vite qu'un bateau. Et donc il y a aussi du coup, je l'ai pas dit, mais une histoire de temps où à chaque action va nous coûter du temps et ce sera toujours le joueur qui sera en dernier sur la piste de temps qui jouera. Donc il faut pas être trop gourmand en temps parce que si on part vite devant, on va jouer moins que nos adversaires qui eux vont prendre tout leur temps. Donc voilà, c'est aussi un équilibre à trouver entre les actions qui coûtent du temps, mais qui sont vraiment mieux que les autres actions qui coûtent moins de temps, mais après, c'est à vous de faire vos déductions et tout ça. Franchement, celui-là, je vous le recommande. Je pense que dès qu'il va sortir, il va se retrouver dans notre ludothèque. Hop.
Le prochain jeu de chez Ori Games qu'on a testé, c'est Ecosystem. Celui-là, il est sorti vendredi pour le festival. C'est un petit jeu de draft dans lequel on va du coup récupérer des cartes en draft et on va les poser sur notre table pour faire un plateau, enfin une grille de 5 x 4 cartes. Et en gros, chaque carte, chaque type d'animal aura sa manière de scorer. Par exemple, les cerfs marquent 2 points pour chaque ligne et colonne pour lesquelles ils sont seuls. Par exemple, les ours, il faut qu'ils soient à côté des poissons, etc. Et du coup, chaque animal a sa manière de scorer, et donc il va falloir un peu agencer au mieux votre tableau. Sauf qu'à chaque fois que vous posez une carte, il faut qu'elle soit adjacente à une carte précédemment posée. Donc il faut que vous réfléchissiez à comment bien placer vos cartes au début pour pas vous bloquer la rivière, par exemple, si plus tard vous voulez poser des poissons, ou pas bloquer les ours si vous avez des poissons plus tard, etc. Et c'est assez malin. C'est vraiment bien, nous on a bien aimé, là on y a joué qu'à 2. Alors à 2, il y a un mode... Ancoli 24, oui, écosystème. Donc tu as dit écosystème, il m'attire beaucoup celui-là. Oui, moi aussi, il m'attirait beaucoup. En plus, la couverture est super jolie. Je trouve que les cartes sont super belles. Et en plus, c'est tout simple, c'est très familial, je trouve. Donc comme je disais, on jouait à 2. Et à 2, il y a une petite variante où en gros, il y a un 3e joueur fictif. Merci Gamourad. Oui, il y a un joueur fictif et du coup, en gros, à chaque tour, on va lui passer notre paquet et on va récupérer le sien. Mais lui, il va défausser une carte de son paquet au hasard et en gros, il va quand même compter pour les majorités de cartes. Par exemple, là, les rivières, c'est celui qui est en majorité sur les rivières qui va gagner 15 points. Et ben du coup, le joueur fictif va quand même participer au comptage des rivières, donc il va falloir quand même regarder quelles cartes il a pris. Certes, il les a pris aléatoirement, mais il va falloir quand même regarder ça. Donc je pense que la configuration à 2 joueurs est pas forcément la plus optimale, même si elle se joue quand même plutôt bien. Mais je pense qu'il se joue quand même mieux à 3, 4. Je sais pas jusqu'à combien de joueurs c'est par contre. Je vais vérifier. Mais en tout cas, il se joue super bien. Et aussi, je vais vous montrer, il y a une autre version qui va sortir, qui sera sur les corails, les coraux. Et je trouve qu'elle est vraiment super jolie aussi, les illustrations sont super jolies. Et d'après ce que j'ai entendu dire, il y aura d'autres versions qui vont sortir aussi plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations dessus. Donc je sais juste que qu'il y aura ces 2 versions-là, Écosystème qui est sorti vendredi, et Écosystème Forêt, pardon, qui est sorti vendredi, et Écosystème Corail qui sort sûrement bientôt, cette année en tout cas. Du coup, j'ai vérifié, c'est 1 à 6 joueurs. Je sais pas trop comment on joue tout seul, mais bon, apparemment c'est faisable. Et comme c'est du draft, je pense qu'à 6 joueurs, ça doit être sympa. Enfin bon, en tout cas, il va pas forcément rentrer dans notre ludothèque parce que bah je sais pas trop avec qui je pourrais le sortir et tout ça, et puis il y en a plein d'autres des jeux, mais en tout cas il est vraiment bien, et si vous voulez vous le tester ou l'acheter, franchement je vous le conseille, il est vraiment vraiment bien. Tac. Donc ensuite, une fois qu'on a testé Ecosystem, on est allé chez Igari Games. Igari Games qui vont sortir un nouveau jeu qui s'appelle Reflecto. Reflecto, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir deviner
le mot d'un autre joueur. Donc ce sera un mot à 5 lettres. Donc là par exemple on voit que moi j'avais écrit chien. J'ai mélangé mes lettres exprès. Et en gros chaque joueur aura 5 lettres écrites de son côté et 2 miroirs. Et donc le but ça va être d'avancer nos jetons, nos pions, pour aller essayer d'observer les lettres adverses avec nos petits miroirs. Pour gagner, vous allez devoir soit trouver le mot adverse, donc trouver les 5 lettres dans l'ordre, soit faire sortir vos lettres dans l'ordre du plateau. Pour ça, vous allez devoir amener vos lettres jusqu'au bord adverse du plateau. Donc là, par exemple, il faudrait que j'amène mon C tout au bout du plateau pour pouvoir le sortir et le mettre face cachée. Merci Sameilpi pour le follow. Et il faut absolument sortir les lettres dans l'ordre. Genre, je pourrais pas sortir le H avant d'avoir sorti le C, pardon, parce que moi j'ai écrit chien. Et du coup, maintenant, comment on bouge nos pions? Pour bouger ces pions, en fait, c'est tout simple. Un pion avance d'une case devant soi, ou en diagonale, ou derrière lui. Évidemment, là, mes premiers pions ne peuvent pas reculer parce qu'ils sont au bord, mais sinon, ils peuvent avancer tout droit ou en diagonale, d'une seule case. Une astuce aussi, c'est qu'un pion peut sauter au-dessus d'un autre pion si jamais il y a une case libre derrière ce pion. Pareil, en diagonale. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si jamais là, devant mon C, j'avais mis, je décale mon N par exemple, en diagonale, je mets mon N devant mon C, et ben ensuite je pourrais faire sauter mon C par-dessus mon N. Et du coup, mon C avancerait plus vite parce que il se serait aidé de mon N. Et on peut faire ça en chaîne aussi. Donc si jamais il y a mon N devant mon C et que 2 cases plus loin il y a une pièce adverse, et ben mon C il pourrait sauter au-dessus du N et ensuite s'arrêter sur une case et repartir en sautant sur la pièce adverse. Par contre, on peut pas sauter au-dessus de 2 pions qui seraient sur 2 cases adjacentes. C'est toujours s'il y a une case derrière qui est libre, on peut sauter, mais sinon on peut pas. Voilà. Et du coup, le but, ça va être d'aller regarder les lettres adverses grâce au petit miroir. Je trouve ça très malin. L'idée du jeu m'a grave intriguée et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, on va le tester. Ça a l'air grave sympa. Et franchement, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser un peu à un jeu auquel je jouais quand j'étais plus petite avec mon père. Ça s'appelait Quête, je crois. Et c'était un jeu où on avait un laser et il fallait s'aider de miroirs pour faire pointer le laser sur le pharaon adverse. Et là, du coup, c'est toujours un jeu avec des miroirs et c'est vrai que je trouve ça original, les jeux qui utilisent des miroirs. Et donc franchement, j'aime bien. Je pense que quand il sortira, il rentrera dans notre ludothèque. Parce qu'il est vraiment malin et pour jouer à deux, c'est très bien. Si vous jouez beaucoup à deux, je vous le conseille. Et du coup, j'en ai pas parlé, mais sur le devant du plateau, vous voyez qu'il y a une plaquette en bois blanche, en carton blanche. Et en gros, c'est une plaquette qui s'ouvre et dedans, vous allez écrire dans la partie haute de la plaquette votre mot que vous avez choisi et dans la partie basse, vous pourrez prendre des notes sur ce que vous avez observé. Donc, par exemple, si vous voyez un S chez l'adversaire, vous allez noter j'ai vu un S. Et après, il faut voir aussi dans quel ordre votre adversaire sort ses pièces. Parce que ça peut être important si vous avez vu un S et que vous savez que c'est la pièce qui vient de sortir, que c'est la première pièce qu'il a sortie, ça veut dire que son mot commence par un S. Donc ça peut vous donner plein d'indices comme ça, assez sympa. Franchement, moi j'ai bien aimé. Et donc là, on arrive à la fin de la journée du vendredi. Donc c'était vraiment une super journée. Moi, j'ai beaucoup aimé la journée du vendredi parce que il y avait quasiment personne. On pouvait s'asseoir à n'importe quelle table. Il y avait de la place. Les éditeurs étaient très présents pour discuter avec nous présenter leurs nouveautés, etc. Et c'était vraiment très plaisant.
J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir y aller dès le vendredi et c'était cool. J'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. Et maintenant, du coup, on passe à la journée du samedi. Donc samedi, on a commencé notre journée chez Kif Edition. Kif Edition qui va sortir le jeu Les Toits de Paris bientôt, vers septembre aussi je crois. Les Toits de Paris, c'est un jeu qui m'a attiré visuellement. Je trouve que les illustrations sont super belles. D'ailleurs, c'est illustré par Christine Alcouf et c'est un jeu de Ludovic Maublanc. C'est vrai que j'adore les illustrations de Christine Alcouf, donc bah voilà, sûrement aussi pour ça que ce jeu m'a attiré visuellement. Et du coup, Les Toits de Paris, c'est un jeu de stop ou encore, dans lequel vous êtes des petits voleurs et vous allez vouloir récupérer le plus d'œuvres volées possible. Les Toits de Paris est mon deuxième jeu préféré du PEL. Et ben, c'est vrai que moi, il est pas loin dans mes jeux préférés aussi. Mais je pense que j'ai un jeu qui passe avant celui-là, c'est Archéologique, qui m'a quand même beaucoup plu. Donc je pense que mes trois préférés, c'est quand même À la recherche des espèces disparues, Archéologique, et sûrement celui-là, oui, en effet. Du coup, il est vraiment bien. Donc c'est du stop ou encore, et ça se joue hyper bien à deux, parce que du coup, à chaque fois que c'est votre tour, vous allez du coup retourner les cartes une par une. Et sur chaque carte, il va y avoir des symboles du gendarme. Voilà. Et en gros, le gendarme va avancer sur le plateau. J'ai pas vraiment de meilleure photo que ça du plateau. Mais en gros, le plateau fait 8 cases, je crois. Et donc, au fur et à mesure que vous allez tirer vos cartes, le gendarme va avancer. Et si jamais le gendarme avance sur les cartes que vous avez retournées, vous êtes éliminé du tour. Donc, vous n'allez pas pouvoir récupérer de cartes. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous vous arrêtiez avant que le gendarme vous attrape. Et pour ça, donc en gros, vous allez retourner vos cartes. Et si jamais là, on voit que les trois premières cases sont dans la zone 1, ça veut dire que si vous vous arrêtez dans cette zone, vous allez pouvoir choisir une carte et votre adversaire en choisira une également. Alors vos adversaires en choisiront une. Là, moi, j'ai joué à 2 avec mon chéri. Du coup, c'est mon adversaire en prenait une. Par contre, la zone d'à côté, c'est 2. Donc si vous arrivez dans la zone d'à côté, donc si vous posez au moins une carte sur la 4e case, et ben vous allez pouvoir choisir 2 cartes parmi les cartes que vous avez retournées, et votre adversaire ou vos adversaires en prendront une. Et la zone d'après, qui est à la case numéro 7, ce sera 4 cartes. Donc si vous arrivez jusqu'à la case numéro 7, vous pourrez choisir 4 cartes parmi toutes les cartes que vous avez retournées. Mais bien entendu, il faut pas que le gendarme vous ait attrapé. Donc il faut avoir de la chance. Les cartes, qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, les cartes, vous allez devoir faire des collections de cartes. Et à la fin, ce sera le joueur qui aura le plus de cartes dans une couleur qui marquera le maximum de points. Le deuxième joueur suivant, il marquera le deuxième plus petit nombre de points, etc. Alors, Elrivage dit « Ah, pour moi, en premier, Cat in the Box, puis Les Toits de Paris, et en troisième, place Donuts ou Ice. » J'ai pas pu tester Cat in the Box, malheureusement, mais c'est vrai qu'il me tente beaucoup, et je pense que dès qu'il va sortir, je vais l'acheter pour pouvoir le tester, parce qu'il me tente beaucoup. Et Donuts ou Ice. Ice, j'ai pas joué non plus, je crois voir ce que c'est, mais je suis plus sûre du tout. Mais... Eh ben, si c'est bien, j'irai m'enseigner. Merci du conseil. Et du coup, Les Toits de Paris, donc pour gagner, il va falloir faire les meilleures collections pour gagner un maximum de points. Par contre, sur vos cartes, il y a des petits symboles alarme en haut à gauche des cartes, et si jamais vous récupérez 3 cartes avec ce symbole alarme dans une de vos collections, cette collection est totalement défaussée, parce que bah, vous vous êtes fait attraper, quoi. Donc il ne faut pas récupérer des cartes avec des alarmes. Et donc il va y avoir aussi une sorte de stratégie qui va se mettre en place parce que vous allez vouloir donner des alarmes à votre adversaire. Donc il va falloir que quand vous allez retourner vos cartes,
vous allez regarder les cartes pour voir si elles vous intéressent et si vous continuez à les retourner, mais il va aussi falloir regarder le jeu de vos adversaires pour voir si vous allez pouvoir leur pourrir leur jeu ou si au contraire vous allez leur faire des cadeaux. Parce que vaut mieux pas leur faire des cadeaux. Je pense que les cambrioleurs ne se font pas de cadeaux entre eux. Et donc voilà, et ben moi j'ai trouvé ça très sympa, c'est très plaisant à 2. Je sais pas si c'est aussi bien à 4, mais parce que ça se joue de 2 à 4, je crois. Et, et à 2, c'était vraiment bien. C'est rare le stop ou encore où on peut vraiment embêter son adversaire comme ça, bien surveiller le jeu de l'adversaire. Moi, je suis convaincue, j'aime bien ce jeu. Tac. Le deuxième jeu de chez Kif Edition qu'on a testé, c'est Differentio. Differentio, c'est un jeu de Aymeric Dupré et Victor Saumon, et illustré par Nayad et Pauline Détrace. Il y a plusieurs illustrateurs, je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs plateaux, donc ils ont sûrement dû faire chacun un plateau différent. Et en gros, dans ce jeu, ça va être un peu un Où est Charlie, mais revisité. En gros, vous voyez sur le plateau, là, il y a une scène qui est dessinée. Donc c'est un endroit où il se passe plein de choses. Et on voit qu'il y a des emplacements qui sont où il y a des cartes sur lesquelles il y a des emplacements sur lesquels il y a des cartes. Et vous allez avoir en main d'autres cartes qui vont pouvoir être remplacées, qui vont pouvoir remplacer les cartes déjà présentes sur le plateau. Donc quand c'est votre tour, tous les autres joueurs vont fermer les yeux, vous allez remplacer une carte, et ensuite tous les joueurs vont devoir essayer de deviner quelle est la carte que vous avez remplacée. Donc ça c'est la première manche. Une fois que, si un joueur trouve quelle est la carte que vous avez remplacée, il gagne la carte. Et quand un joueur a 3 cartes devant lui, on passe au niveau de difficulté plus avancé. Et là, quand c'est votre tour, vous allez pouvoir remplacer 1, 2 ou 3 cartes. Et donc les autres joueurs vont devoir deviner si vous avez échangé 1, 2 ou 3 cartes. Si jamais ils disent que vous en avez remplacé qu'une et qu'ils en trouvent une alors que vous en avez remplacé 3, et ben les cartes qu'ils n'ont pas trouvées sont pour vous. Donc ça peut être intéressant d'en placer beaucoup et que les autres joueurs ne les trouvent pas. Mais par contre, s'ils les trouvent, ben les cartes sont pour eux. Et donc le gagnant à chaque fois, c'est dès que quelqu'un a 3 cartes devant lui, il gagne. Il y a des cartes qui se trouvent qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des cartes où des fois il y a qu'un élément dans le décor qui change, tout ça, mais je trouve que le jeu est quand même assez compliqué. Enfin moi j'ai galéré à trouver les cartes qui étaient changées. Mais c'était assez sympa et plaisant à jouer. Je pense pas que le jeu rentrera dans notre ludothèque, mais je pense que pour un public familial, ça se joue très bien. Si vous aimez les jeux du style Où est Charlie, Micro Macro, etc., je pense que vous allez aimer. Voilà. Et en plus, la rejouabilité est vraiment bonne parce que bah il y a un paquet quand même assez épais pour chaque carte, pour chaque plateau. Le plateau est recto verso et du coup il y a plusieurs paysages. Voilà. Et donc c'était une belle découverte. Archéologique de Ludonote, de chez Ludonote. Et donc Archéologique, c'est le prochain jeu de Johan Levé qui a fait Turing Machine. Donc c'est encore un jeu de logique, déduction, etc. Et par rapport à Turing Machine, c'est vraiment beaucoup plus accessible, beaucoup plus familial, beaucoup moins mathématique. Enfin, ça reste mathématique évidemment, mais c'est beaucoup plus accessible. Là, ici, le but, ça va être de placer les pièces de Tetris qu'on a récupérées, qu'on a sur notre plateau. En fait, le pitch du jeu, c'est que on a découvert un site archéologique et avant d'aller dessus, on essaie de cartographier la zone pour essayer de trouver où sont placés les pièges,
et où sont placés les endroits sans pièges qui sont plus accessibles. Donc on voit ici que les pièges, ce sont les petits symboles orange et rose. Et donc on va, pour trouver comment placer ces polyomino, on va interroger la machine, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est pas le terme exact, mais on va interroger le jeu. Et donc là, par exemple, le jeu ici va nous dire que on va interroger la ligne D. Donc si on revient ici, enfin c'est pas la ligne, c'est la colonne D. Et donc dans la colonne D, je vais pouvoir poser des questions, enfin une question à la machine. Et la machine, ça se présente comme ça, c'est un cercle. Et je vais pouvoir choisir quelle pièce je veux, sur quelle pièce je veux poser ma question. Donc là, par exemple, la pièce que j'avais choisie, c'était la barre droite de 3 cases. Et je voulais savoir, donc là c'était la ligne 3, je voulais savoir s'il y avait cette barre droite dans la ligne 3. Et en fait ici on voit que au milieu du cercle, on voit un petit carré, et donc ça veut dire que dans la ligne 3, il y a un petit carré de la barre de 3 cases. Donc ça veut dire que la barre de 3 cases, on la voit ici au-dessus, elle a un piège orange, puis 2 carrés, et donc ça veut dire que l'un des 2 carrés se trouve dans la ligne 3. Et donc ça va m'aider il faut que je prenne des petites notes, je sais que la barre de 3 cases a un petit carré dans la ligne 3. En fonction de toutes les infos que je vais récupérer, je vais pouvoir placer toutes mes pièces. Je peux poser des questions sur des pièces individuellement, mais je peux aussi poser une question plus globale qui serait « Combien y a-t-il de pièces dans la ligne 3 ?» Et à ce moment-là, il m'aurait dit 0, 1, 2 ou 3 ou plus, s'il y a plus de pièces. Je peux aussi demander « Combien y a-t-il de trous vides dans la ligne 3 ?» Et à ce moment-là, il va me dire il y a autant d'espaces vides. Les espaces vides, ça peut être intéressant de poser la question parce qu'on sait que toutes les pièces vont rentrer dans le carré et il va rester à la fin 3 espaces vides quand on aura rempli notre grille. Tous les carrés seront occupés sauf 3. Donc des fois ça peut être intéressant. Là par exemple dans le scénario qu'on a fait samedi, j'avais la colonne A, les 3 trous vides étaient dans la colonne A, donc à un moment je l'avais plus ou moins déduit avec toutes les informations que j'avais récupérées dans le jeu, et du coup j'ai ma dernière action avant de deviner, avant de dire c'est bon j'ai trouvé, j'ai demandé combien il y a de trous dans la A pour valider un peu mes suppositions, et ça m'a dit 3, donc ce que j'avais trouvé était plutôt bon. Voilà. Et donc, il y a une application aussi qu'on voit ici. Comme dans Turing Machine, l'application va nous dire si on a bon ou pas et va valider ou invalider notre solution, et on va pouvoir comme ça faire plusieurs niveaux. Dans la boîte, il y aura 30 scénarios différents. L'auteur du jeu a dit que, comme dans Turing Machine, chaque jour il y aura un petit challenge journalier qu'on pourra faire. Après, il y a 30 scénarios dans la boîte, mais il faut savoir que chaque scénario peut être jouable sous différents niveaux. Donc là, nous, on a joué au niveau où on avait 5 indices au début de la partie, mais on peut jouer avec 5 indices, on peut jouer avec 3 indices ou 0 indice. Et après, il y a un mode expert, parce que en gros, là, dans le mode normal, les indices qui nous sont donnés, c'est les emplacements de certains pièges. Par exemple, là, nous, à cette partie-là, on savait que dans la colonne E, il y avait en haut un piège rose, puis un orange, puis un rose. On savait pas quelle pièce c'était, mais on savait que c'était dans cet ordre-là. Et donc, donc ça, c'est le niveau de base, c'est le type d'indice qu'il donne. Mais après, dans le niveau expert, il donne d'autres indices du style le carré ne se trouve pas dans la ligne A et B, par exemple. Et donc,
vous savez ça donne d'autres types d'indices et donc ça vous fait partir aussi dans d'autres manières de penser. Et je pense que ça peut être assez sympa, surtout que il y a 30 scénarios, mais vous n'allez pas apprendre les 30 scénarios par cœur, donc au bout d'un moment, même si vous en refaites un que vous avez déjà fait avec des nouveaux indices, je pense que ça va être quand même plus ou moins rejouable. Donc je pense que c'est pas mal. Franchement, moi, ça a été un de mes coups de cœur du festival. J'ai adoré. En plus, j'adore les jeux de déduction et de logique et tout ça. Et donc, c'est carrément le type de jeu qui me plaît. Comme à la recherche des espèces disparues, hein, vous l'aurez compris. Et donc voilà, donc c'est cool. Ça sort le 15 septembre. Donc plus que quelques mois à attendre. Ça va être cool. Le prochain jeu qu'on a testé, c'est Pyramido. Pyramido, c'est un jeu de chez Synapse Games. Dans ce jeu, on va créer notre pyramide avec des dominos. Donc on prend les deux thèmes précédents et on les met ensemble et voilà, Pyramido. Ici, on va choisir à chaque fois que c'est notre tour une des 3 tuiles qui est présente au niveau de la table. Et on va la placer sur notre pyramide. Et on va faire ça 4 fois, enfin pendant 4 manches. En gros, à la première manche, on va faire la base de la pyramide. Puis on va scorer les points de la base de la pyramide. Puis on va passer à la manche suivante et on va faire le premier étage. On va scorer le premier étage, puis on passera au deuxième, on va scorer, et on passera au dernier, et on va scorer, et à la fin ça nous donne notre score final. Comment on gagne les points ? En fait, à chaque fois que vous allez placer un domino, vous allez devoir placer sur l'une des parties du domino un pion de la couleur présente sur le domino. Donc ici, on voit que j'ai placé au deuxième étage un domino marron et vert, et j'ai placé sur la partie verte mon jeton vert. Le jeton, qu'est-ce que ça va faire ? Ça veut dire que maintenant, tous les symboles de ce jeton visibles à la fin de la manche vont me compter un point par symbole dans cette zone. Si jamais je fais une autre zone verte plus tard qui n'est pas collée à cette zone verte, elle ne me comptera pas de points parce que je n'aurai pas placé mon jeton vert dans cette zone. Donc il va falloir placer astucieusement vos dominos et vos jetons, surtout que quand vous placez un nouveau domino avec, si par exemple là je place un domino vert et bleu, et je vais être obligée de placer mon jeton bleu parce que j'aurais déjà placé mon jeton vert. Et on est obligé de placer un jeton si on l'a pas encore placé. Donc il va falloir choisir astucieusement vos dominos pour placer vos jetons. Et aussi, on pose ces dominos adjacents à des dominos déjà posés. On peut pas aller le poser à l'autre bout de la pyramide. Donc il faut bien agencer tout ça pour gagner un maximum de points. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que les symboles qui sont présents au rez-de-chaussée vont aussi compter au moment où je vais compter mes points pour le premier étage, si jamais ils font partie de la zone dans laquelle j'ai mis mon jeton. Donc là, par exemple, ma zone verte, il y aura 3 symboles de la base qui vont compter dans mes points. Parce que le 4e symbole va être recouvert, mais les 3 symboles aux extrémités vont me compter dans la zone verte. Donc il va falloir essayer aussi de mettre des symboles sur les bords pour essayer de les conserver pour marquer un maximum de points à chaque étage. Voilà, donc là c'est une photo de ma pyramide terminée. Donc on voit que j'ai essayé de faire des zones, j'ai bien fait ma petite zone verte à droite, ma petite zone bleu foncé à gauche. Par contre, ma zone bleu clair en haut à droite, j'ai dû un peu l'abandonner à la deuxième manche parce que j'ai pas réussi à prendre de domino avec une couleur bleu clair. Mais après, ça fait partie aussi des stratégies. Et voilà. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Il va vraiment rentrer dans ma ludothèque. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Je pense vers octobre-novembre.
Là, on y a joué à 4 au festival et j'aimerais bien y rejouer à 2 joueurs pour voir à quel point c'est bien ou moins bien. Donc on verra quand je l'aurai. Voilà. Le prochain jeu auquel j'ai joué, c'est Terraforming Mars, le jeu de dés. Ça sort pour Essen et du coup c'est une version de Terraforming Mars avec des dés, comme son nom l'indique. Le bénévole qui nous l'a présenté au salon nous a dit que par rapport à Terraforming Mars Expedition ARS, c'est encore un jeu qui a de moins en moins de similitudes avec le jeu de base. Donc on va en décrescendo par rapport au jeu de base. Moi j'ai déjà joué au jeu de base. Le plateau ressemble quand même vachement au jeu de base. On retrouve le thermomètre de température, on retrouve l'oxygène dans le haut et on retrouve la planète Mars sur laquelle on va venir placer des forêts, des cités et de l'eau. Le principe reste plus ou moins le même. Quand on va augmenter l'une des trois, enfin, l'oxygène, la température ou l'eau, on va gagner des points de victoire. Par contre ici, du coup, on va utiliser des dés pour réaliser nos cartes. Et à chaque à chaque tour, on va pouvoir du coup lancer des dés, en récupérer, jouer des cartes et augmenter les différents paramètres de la planète. Par rapport au jeu de base, c'est un jeu quand même plus court. On est sur des parties d'environ 1 heure. Elrivé, je dis, je n'ai pas réussi à jouer à ce jeu. À chaque fois, je passais et il y avait 40 minutes d'attente. J'ai le jeu de base et Expédition Ares, mais je ne sais pas si je vais acheter celui-là. Je voulais le tester avant. Oui, nous, on a aussi attendu 40 minutes pour jouer, mais on s'est dit, c'est pas grave. On attend, on a vraiment envie de le tester et du coup on a attendu. Voilà. Et ben franchement, ouais, si t'as l'occasion de le tester, teste-le parce que moi j'ai pas du tout Expédition Ares, je n'ai jamais joué à celui-là, donc je peux pas comparer, je peux comparer qu'avec le jeu de base. Mais si t'aimes bien Terraforming Mars et que t'as envie de le sortir peut-être avec des joueurs un peu moins initiés, experts, enfin ça reste quand même un peu initié, mais c'est quand même moins expert, je trouve, que le jeu de base. Donc si jamais t'as des joueurs moins experts, ça peut être intéressant de l'avoir. Après ça dépend aussi si t'aimes bien les dés, parce que après il y a des gens qui râlent quand ils ont pas forcément les phases de dés qu'ils souhaitent, donc si t'aimes pas les dés, n'y va pas. Après, il y a quand même moyen de gérer le hasard et de pouvoir des fois défausser un dé pour retourner un autre dé sur la face de ton choix. Ou alors, quand tu te poses sur la planète, les bonus que tu vas gagner, c'est des phases de dés des fois, etc. Donc, tu peux quand même plus ou moins contrôler le hasard et t'as des jetons point d'interrogation qui vont être des jokers que tu vas pouvoir utiliser pour n'importe quelle phase de dé. Donc le hasard est quand même maîtrisable, mais ça reste des dés et des fois on peut avoir tous les dés du monde et pas les phases qu'on veut et ça ne va pas. Donc c'est quand même un peu ça reste stratégique hein, mais je trouve que c'est quand même un peu moins stratégique que le jeu de base puisqu'il y a quand même ce facteur de dés qui rentre en compte. Et par contre, par rapport au jeu de base, on ne doit pas payer les cartes qu'on veut garder, donc là, on se retrouve vite avec beaucoup de cartes. Du coup, c'est le même objectif que le jeu de base, mais en simplifié et avec le hasard des dés. Oui, ça, c'est ça. Ça reste le même objectif. C'est toujours celui qui a le plus de points de victoire à la fin qui remporte la partie. On essaie d'augmenter la température, l'oxygène et l'eau, et voilà, avec du hasard de dés. Ben celui-là, il m'a bien plu et je pense que qu'il rentrera dans notre ludothèque. Voilà. Le prochain jeu auquel on a joué, c'est Landfest de 3. Du coup, là, on passe à la journée du dimanche. Le Terraforming Mars, c'était notre dernier jeu du samedi. Et donc là, voilà, le jeu du dimanche, le premier jeu auquel on a joué, c'est un proto chez
libellule, donc j'ai pas trop le droit de vous en parler. Donc je vous parle du deuxième jeu auquel j'ai joué, qui est Landfest 3, qui est un jeu chez Ocaluda, et qui reprend apparemment la BD du même nom. Donc je sais pas si vous connaissez la BD, moi je connaissais pas du tout. Mais ça n'empêche pas de jouer au jeu, le fait de ne pas connaître la BD. Enfin en tout cas le premier niveau qu'on a fait, nous on a pu jouer sans connaître la BD. Après je pense que si on connaît la BD, c'est aussi sympa de retrouver l'univers du jeu, etc. Donc voilà. Donc en gros le but du jeu c'est on va avoir une carte, je vais zoomer un peu, comme ceci, et donc là en bas il y a le départ, et en haut il y a la sortie, et donc il va falloir se déplacer sur la carte pour sortir. Comment on va se déplacer? Eh bien ici on voit à gauche qu'on a des dés, et donc on va lancer des dés, et selon les valeurs de dés qu'on va avoir, ça va nous créer une forme de Tetris qu'on va pouvoir dessiner sur la carte. Avant de lancer les dés, il va falloir préciser par où on démarre, parce que sinon c'est trop facile. Donc on va dire je voudrais partir de telle case, et ensuite on va essayer de lancer les dés pour faire une forme qui nous convient. Sur le chemin il y a des monstres, il y a des portes à ouvrir, il y a des coffres à ouvrir qui nous permettent de récupérer des bonus, etc. Et à la fin, ce sera celui qui aura le plus de points d'expérience qui va remporter la partie. Pour gagner des points d'expérience, bah forcément, on en gagne quand on ouvre des coffres, on en gagne quand on ouvre des portes et quand on bat des monstres. Donc il va quand même falloir prendre des risques. Voilà. Il y a 4 personnages et chaque personnage a des compétences différentes selon ses niveaux. Et franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Le jeu est jouable il y a un livret d'aventure, donc on peut jouer plusieurs aventures. Il y a 6 plateaux dans la boîte. Et bah franchement, même pour quelqu'un qui connaît pas la BD, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Je pense que dès qu'il va sortir, il va aussi se retrouver dans la ludothèque, celui-là. J'ai hâte aussi de découvrir du coup ce qu'apporte l'aventure, voir parce que j'ai vu qu'il y avait une partie de narration et tout ça, donc pour moi qui connais pas la BD, peut-être que ça va me mettre plus dans le contexte, dans l'histoire, etc. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Ensuite, on a été chez Rose Noire Édition et on a testé le nouveau jeu d'Anthony Perron et Corentin Lebras, Skate Legend. Du coup, Skate Legend. Attendez, il me dit. Ok. Donc Skate Legend, c'est un jeu de stop ou encore dans lequel on va essayer de faire des figures de skate. Et le but c'est de faire un maximum de figures pour gagner un maximum de points, mais sans tomber. Et on va tomber si jamais on révèle 3 cartes de la même couleur ou alors 3 cartes avec un skate cassé. Donc à chaque fois que ça va être notre tour, on va retourner une carte d'une des 2 piles au centre de la table, ou alors on va pouvoir jouer une des cartes qu'on a en main. Et à ce moment-là, dès qu'un joueur retourne une 3e carte d'une couleur qu'il a déjà, ou un 3e skate cassé, et ben il tombe, et ce sera du coup le dernier joueur encore en jeu qui n'est ni tombé ou qui n'a pas passé son tour, qui va remporter la manche. Vous pouvez passer votre tour pour éviter de tomber si vous voulez conserver vos cartes et marquer des points à la fin de la partie. Parce que si vous tombez, vos cartes vont être défaussées. Par contre, si vous passez, vous allez conserver vos cartes sur le côté et elles vont vous marquer des points à la fin de la partie. Si vous gagnez la manche, c'est encore mieux parce que non seulement les cartes que vous avez vont vous marquer des points à la fin de la partie, mais en plus vous allez récupérer une carte bonus dans votre main que vous allez pouvoir jouer à une manche suivante et qui va vous rapporter des points supplémentaires si vous réussissez à faire
la condition qui est demandée. Donc par exemple, il peut y avoir une condition pour que la carte bonus fonctionne, il faut que vous ayez dans votre enchaînement 2 cartes rouges. Et à ce moment-là, si c'est le cas, et ben vous allez réussir, vous allez marquer les points de la carte si jamais vous n'êtes pas tombé par contre. Donc c'est un jeu dans lequel il va falloir prendre des risques pour essayer de gagner beaucoup de points, mais en même temps de pas en prendre trop, sinon vous tombez et vous marquerez 0 points. Par contre, si vous tombez, il y a un petit bonus qui va venir à vous, c'est un petit casque. Quand vous récupérez un casque, à la prochaine manche, vous allez pouvoir jouer votre casque sur une des couleurs. Donc là, si par exemple je retourne une deuxième carte bleue, je me dis oulala, ça va mal se passer, je peux mettre mon casque sur ma deuxième carte bleue, et à ce moment-là, je suis protégée de toutes les cartes bleues qui vont sortir ensuite dans mon jeu. Donc les cartes bleues ne vont plus du tout m'atteindre. Donc ça peut être intéressant quand même des fois de tomber, enfin c'est pas vraiment intéressant, mais ça vous fait de l'expérience, vous avez un petit casque après pour vous protéger pour les tours suivants. Voilà, c'était très sympa, on a beaucoup aimé, j'ai vraiment bien aimé, donc j'ai acheté le jeu. Il sort en août, mais il était en vente en avant-première au festival. Et donc je vais sûrement en parler bientôt sur Instagram, TikTok, etc. si jamais vous voulez vous abonner. Le jeu suivant auquel on a joué, c'est Citron Coco. Citron Coco, c'est un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, et je n'avais jamais joué à ce jeu. Mais je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, parce que du coup, Citron Coco, c'est une personne qui fait partie des Instagrammeurs avec qui je parle de temps en temps. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester son jeu, parce que ça avait l'air sympathique. Donc Citron Coco, je sais pas si vous connaissez Cabot, mais ça reprend un peu le principe de Cabot, mais en plus malin et plus stratégique. Dans Cabot, en gros, vous allez avoir 4 cartes devant vous, et votre but, ça va être de marquer de vous rapprocher de Cabot, et pour se rapprocher de Cabot, il faut se débrouiller pour que la somme de vos cartes devant vous soit la plus faible possible. Sauf que vous ne voyez pas vos cartes, elles sont face cachée, donc il va falloir au fur et à mesure du jeu essayer d'utiliser des pouvoirs pour regarder les cartes, les échanger et récupérer des plus petites cartes. Bah là dans Citron Coco c'est un peu pareil. Votre but ça va être de récupérer des cartes de plus faible valeur, et celui qui à la fin de la manche aura le plus petit score. Ça dépend comment la manche est terminée, mais si quelqu'un met fin à la manche, à ce moment-là, celui qui aura le plus petit score, en fait, marquera seulement 0 points. Et donc, ça peut être intéressant parce que c'est le premier qui arrive à 100 points qui perd la partie, et celui qui a le moins de points à ce moment-là, remporte la partie. Il y a des petits tips stratégiques qui sont vraiment malins dans Citron Coco. C'est par exemple si un joueur jette une carte, à ce moment-là, vous allez pouvoir, vous et votre coéquipier, faire des sommes de cartes. Donc par exemple, si quelqu'un a joué un 6 et que vous savez que vous, dans votre jeu, vous avez un 3 et que votre coéquipier a aussi un 3, vous allez pouvoir ensemble jeter vos 2-3 parce que 3 plus 3, ça fait 6, et donc un adversaire va pouvoir vous permettre d'éliminer des cartes comme ça en vous alliant avec votre coéquipier. Je sais pas, j'explique sûrement très mal, mais bon. Voilà, et donc votre but, ça va être quand même de surveiller les cartes jouées par vos adversaires pour essayer d'éliminer les vôtres devant vous, et d'utiliser les pouvoirs des cartes à bon escient pour marquer le moins de points possible à la fin de la manche et à la fin de la partie. Il y a 9 cartes qui ont chacun, ou 10 cartes qui ont chacun des pouvoirs différents. Et généralement, ceux qui ont des plus grosses valeurs ont des pouvoirs plus intéressants, évidemment, et donc le but c'est de s'en débarrasser. Voilà. Et donc celui-là, on a adoré aussi. On a adoré la variante à 3 joueurs parce que en gros, normalement, ça se joue à 4 où on est chacun
en coopération avec un autre joueur, donc on joue 2 contre 2. Mais là, la version A3, dans cette version, en gros, on est en coopération avec notre voisin de gauche. Donc, mais notre adversaire, du coup, c'est notre voisin de droite. Et donc, ça veut dire on doit aider notre voisin de gauche, mais notre voisin de gauche, lui, essaie de nous pourrir, vu que nous, on est son adversaire, mais lui, c'est notre allié. Donc voilà, on a trouvé cette variante très très sympa, et du coup, on a aussi acheté le jeu, là, parce qu'il était aussi en vente sur le festival. Voilà, le dernier jeu auquel on a joué, c'est Oxono. Je sais pas si on dit Oxono ou Oxono, mais voilà, c'est le prochain jeu de Cosmoludo. Cosmoludo, c'est un éditeur qui fait des jeux abstraits, donc là c'est leur 6e jeu. Je sais pas si vous connaissez leur gamme, mais moi je suis pas vraiment fan des jeux abstraits, et franchement, ça me déplaît pas de jouer à leur jeu. J'avais testé à l'Octogone à Lyon Yoxi, leur avant-dernier jeu, et là j'ai eu l'explication des règles de Camon par exemple, et ça m'a bien attiré, donc et ben franchement bravo à eux de réussir à rendre tous ces jeux abstraits très attirants. Donc Oxono, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir placer 4 pions de votre couleur ou 4 pions du même symbole, donc cercle ou croix, adjacents. Pour ça, vous allez vous servir des pièces bleues carrées là, et en gros, vous allez pouvoir déplacer ces pièces bleues carrées sur la ligne ou la colonne où ils se trouvent, et là où vous allez vous arrêter, c'est là où vous allez placer votre pion rond ou croix adjacent à ce carré bleu. Donc là, par exemple, si je déplace la croix tout en haut, eh ben, je vais pouvoir placer un de mes jetons croix soit juste en dessous du carré croix, soit à droite. Oui, à sa droite. Et donc mon but, ça va être comme je l'ai dit, de placer 4 pièces de sa couleur ou 4 pièces du même symbole. Là, par exemple, on voit que à droite, le joueur a réussi à placer 4 cercles, et donc a remporté la partie. C'est pas forcément 4 cercles de sa couleur. Ça peut être 4 cercles de couleurs différentes, mais c'est le joueur qui pose le 4e qui remporte la partie. Donc c'était bien, c'est très malin, très stratégique, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc après avoir joué à tous ces jeux, j'ai eu quelques présentations d'autres jeux auxquels je n'ai pas joué. Aurélie Delbar dit « Ce jeu me donne envie ». Tu parles de Oxono, je suppose. Et ben, si jamais les jeux abstraits vous donnent envie, il y a deux jeux de chez Cosmoludo qui sont sur BGA, c'est pour ça que j'ai mis le petit symbole BGA en haut à gauche. Il y a Yoxi qui est sur BGA, et il y en a un deuxième, j'ai oublié le nom. Et donc si jamais ça vous tente de tester certains de leurs jeux, et ben vous pouvez le faire sur BGA. Et Oxono, ça sort en fin d'année, je crois. Et donc je disais que j'ai eu d'autres présentations de jeux auxquels j'ai pas joué. Donc par exemple The Great Split. De rien. The Great Split, du coup, c'est un jeu qui m'attirait beaucoup, qui m'attire toujours beaucoup. C'est un jeu de draft où on va drafter, on va récupérer des... Non, c'est pas vraiment du draft. C'est un jeu où on va avoir des cartes, on va les couper en 2 paquets, et on va passer ces 2 paquets à notre voisin de gauche, qui va lui en choisir un, et il va nous rendre le deuxième. Et ces cartes vont nous permettre d'avancer sur des pistes, par exemple, on va avoir des cartes diamants, des cartes livres, des cartes statues, et selon comment on va avancer sur ces pistes, on va gagner des points, et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de points remporte la partie, mais du coup, il va falloir
couper les cartes de manière à donner des cartes intéressantes à son adversaire pour qu'il nous laisse les cartes que nous, on a envie d'avoir. Et donc je trouvais ça sympa, c'est un jeu qui se joue en simultané, il peut jouer jusqu'à 7 joueurs je crois, et donc si jamais vous jouez souvent avec beaucoup de joueurs, ça peut être un jeu intéressant parce que bah ce sera pas un jeu trop long, parce qu'il se joue aussi rapidement à 2 qu'à 7, donc personne va avoir l'impression de s'ennuyer, je pense que c'est un bon jeu pour jouer à beaucoup. Donc ça, il devait sortir en juillet, mais apparemment l'éditeur a eu un problème d'édition et donc il doit faire réimprimer les plateaux. Et donc il est décalé à fin d'année, je pense. Mais en tout cas, il va pas sortir tout de suite, malheureusement. Ensuite, un prochain jeu qui sort vers octobre, c'est Ayla et l'éclat de la montagne. C'est un jeu solo tout mignon que j'attends avec impatience. C'est un jeu d'aventure et de deck building un petit peu, dans lequel on va incarner Ayla et on va la suivre dans ses aventures. Alors c'est un jeu tout mignon, mais c'est conseillé pour 12 ans et plus, parce que il va se passer des choses apparemment, je n'ai pas été spoilée, mais ce n'est pas toujours tout rose dans la vie d'Ayla, donc ce n'est pas un jeu enfant, donc il faut faire attention à la mignonnerie que cette couverture propose. Mais en tout cas, si jamais je continue les live Twitch, j'aimerais bien vous présenter ce jeu en live et qu'on joue ensemble, vu que c'est un jeu solo. On pourra peut-être y jouer ensemble. Et la boîte contient énormément de matériel, donc je pense que je ferai aussi une vidéo unboxing pour vous montrer tout ça. En tout cas, la boîte est vraiment très très riche. J'avais pas vu, mais il y a Elrivage qui a dit que The Great Split, je voulais absolument le jouer, mais comme pour Terraforming Mars, le jeu de dés, je suis passée 5 fois au stand de Yellow pour tester, mais j'avais 40 minutes d'attente. Mais je voulais le tester parce que j'ai acheté Evergreen de Horrible Guide, et comme ils sont les éditeurs de The Great Split, je leur fais confiance sur la mécanique. Oui, et ben... T'inquiète pas, peut-être que si tu vas sur d'autres festivals, t'auras peut-être l'occasion de retester The Great Split, vu qu'il va pas sortir tout de suite. Donc il sera sûrement dans d'autres festivals. Je sais pas si tu vas au Flip ou si tu vas à Vichy ou à l'Octogone à Lyon. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils vont le refaire tester sur d'autres festivals. On verra. Moi, je l'ai pas testé. J'ai privilégié d'autres jeux, mais en tout cas, il me tente bien. Mais si jamais je le teste, je pourrais te dire comment je le trouve. Et Evergreen, au passage, c'est vraiment très très bien. Nous, on adore. Et Evergreen est jouable sur BGA aussi pour les gens qui veulent y jouer. Donc voilà, et là, et l'éclat de la montagne. Un prochain jeu à venir chez Yellow aussi, c'est Inside Job. C'est alors comment on me l'a pitché? C'est un jeu de pli coopératif, mais pas trop, parce qu'il va y avoir un traître. Donc je pense que ça reprend un peu The Crew, mais avec un traître. Donc ça a l'air pas mal. J'ai hâte de savoir ce que ce jeu va à nous montrer. Ça sort fin d'année. Ensuite, il y a Guilty qui va sortir aussi chez Yellow en fin d'année. Ça, c'est un jeu d'enquête immersif qui est conseillé aux 16 ans et plus. Chez Yellow, quand ils m'ont présenté, ils m'ont dit que c'était vraiment 16 ans et plus parce que les scénarios étaient vraiment très réalistes et que bah du coup c'est pas pour les enfants quoi. Et le jeu contient, je crois, plusieurs scénarios et c'est des parties de 3-4 heures. Donc c'est vraiment immersif et réaliste. Et j'adore la boîte, je trouve qu'elle fait penser un peu à un livre de poche. Du coup, ça c'est très intriguant. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Et enfin, un dernier jeu qui va sortir chez Yellow, c'est Château Aventure, la suite. Je sais pas si vous connaissez déjà le jeu de base Château Aventure. C'est un jeu un peu
c'est un mini-jeu de rôle, jeu dont vous êtes le héros. Il y en a un qui va faire le maître du jeu et puis les autres joueurs vont proposer les actions qu'ils vont faire et c'est plus accessible pour les plus jeunes et aussi les adultes, hein. Mais voilà. Et là, du coup, il y a 6 nouvelles aventures qui vont arriver. Moi, j'ai jamais joué à Château Aventure, mais c'est vrai que là, du coup, ça me donne grave envie d'y jouer et de le tester. Donc, faudrait que je trouve des joueurs qui ont envie de le tester. Voilà. Ensuite, j'ai été chez Atalia et ils m'ont présenté leur future sortie. Donc, un jeu qui est très attendu, c'est Ouch. Ouch, c'est un petit jeu de cartes très sympathique dans lequel vous allez vouloir récupérer des fleurs de cactus. Mais attention, le cactus, ça pique. Et donc, il va falloir essayer de récupérer les cartes sans se faire piquer. Comment ça va se passer? En gros, il y a 6 cartes au centre de la table. Chaque carte, on peut voir dessus qu'il y a 1, 2 ou 3 fleurs. Et donc, on sait que au verso, si on réussit à récupérer cette carte, on va avoir 1, 2 ou 3 fleurs. Mais les fleurs, ça nous indique aussi combien il y a de côtés de la carte qui ont été touchés par le cactus. Donc, par exemple, une carte avec une fleur, il n'y a qu'un côté qui contient du cactus. Une carte avec 3 fleurs, il y a 3 côtés sur 4 de la carte qui a du cactus. Et du coup, quand vous allez choisir une carte, vous allez choisir un des 4 côtés par laquelle vous allez prendre la carte. Donc si par exemple je prends la carte par le haut, je la prends par le haut, je la retourne. Si jamais mon doigt touche une partie avec du cactus, je me pique. Et donc, ouch, ça fait mal, je perds la carte. Par contre, si je ne touche pas de cactus, à ce moment-là, je peux récupérer la carte et les fleurs vont me valoir des points à la fin de la partie. Et donc, il va falloir essayer de prendre des risques, mais pas trop pour récupérer des fleurs. Et il y a aussi des cartes spéciales, par exemple des cartes avec un serpent. Si vous récupérez une carte avec un serpent, à ce moment-là, si le joueur suivant récupère une carte et se pique, à ce moment-là, c'est vous qui récupérez la carte au lieu que la carte soit défaussée. Ensuite, il y a des cartes avec un petit fennec dessus. Le petit fennec, ça vous permet de rejouer. Et par contre, si vous vous piquez au moment de rejouer, à ce moment-là, vous perdez la carte que vous venez de prendre pour rejouer, mais aussi la carte avec le petit fennec. Alors que si vous ne vous piquez pas, vous gardez les 2 cartes. Donc c'est aussi un peu de prise de risque. Et c'est sympa, c'est un petit jeu d'ambiance. C'est mignon et moi j'ai bien aimé. C'est un petit jeu de cartes qui se joue vite. La partie s'arrête quand un joueur a récupéré 8 cartes. Et à ce moment-là, on compte les points. Chaque bouquet de 4 fleurs de couleurs différentes vous rapporteront 4 points supplémentaires. Et ensuite, celui qui aura la majorité de fleurs rouges aura 5 points supplémentaires. Et donc, c'est marrant, c'est sympa. Je pense que quand il va sortir, il va rentrer dans notre ludothèque. Le prochain jeu de chez Atalia, c'est Piazza. Donc je sais pas si vous connaissez Punto. C'est un petit format de boîte qui rentre dans la poche. Ils ont fait aussi Gold et la Go Nuts qui est sortie cette semaine. Et il y a Piazza qui est prévu pour cette fin d'année. Donc Piazza, c'est une version un peu plus évoluée de Punto, dans lequel on va essayer d'aligner des cartes. Et en gros, on va essayer de faire ce qu'ils appellent des parenthèses. Donc par exemple, je vais poser une carte bleue d'un côté et je vais essayer de poser une autre carte bleue à l'extrémité et en gros je pense je vais marquer les points qui sont entre ces deux cartes bleues. Et quand on pose une carte, on peut soit poser une carte adjacente à une carte de la même couleur ou adjacente au même symbole. Donc là, par exemple, la carte bleue, je pourrais la poser à côté de la carte rose parce que c'est un symbole de croix, mais je ne pourrais pas poser la carte rond orange, par exemple, parce qu'elle est ni de la même couleur, ni du même symbole. Et donc voilà, c'est un petit jeu qui rentre dans la poche, c'est un petit format très très facile à emmener, ça prend un peu de place sur la table forcément, mais voilà, si vous aimez Punto, je pense que vous aimerez Piazza. Une autre prochaine sortie chez Atalia, c'est ce jeu. C'est un jeu
sur les dromadaires et en gros, enfin chameaux, dromadaires, on va récupérer des ressources pour pouvoir récupérer des chameaux et des dromadaires. Et en fait, chaque chameau et dromadaire va nous valoir des points. Et donc en gros, tous les chameaux qu'on va récupérer, à la fin de la partie, celui qui aura le plus de points remportera la partie. Mais on va pouvoir aussi des fois réserver des chameaux qu'on va placer à gauche de notre carte personnage. Et à ce moment-là, si on n'arrive pas à finir, à donner les ressources qu'il faut pour récupérer ces chameaux, on gagnera seulement la moitié des points de ces chameaux. Donc c'est un petit jeu de cartes sympathique. J'adore les illustrations, elles sont vraiment super belles. Il faut le voir en vrai, franchement. Je pense que celui-là aussi, il va rentrer dans notre ludothèque quand il va sortir. Une autre sortie qui m'a marqué chez Atalia, c'est cette sortie Goblin Coaster. C'est un jeu de rapidité où en gros il y a la mine qui est en construction. Pardon, il y a la mine qui est en construction et sauf que le jour de l'inauguration de la mine, le maire a poussé le chariot dans la mine et sauf qu'en fait il le savait pas, mais la mine n'est pas terminée. Et donc il va falloir nous vite construire rapidement les rails de la mine pour pas que le chariot s'écrase et meure. Donc c'est un petit jeu de rapidité où on va aller chercher des tuiles dans un sac, vite les ajouter au rail. On va devoir aussi récupérer les ressources nécessaires pour certaines cases, etc. Il y aura des chauves-souris qui vont nous bloquer, il va falloir les chasser, etc. Et ça avait l'air bien marrant comme petit jeu. Donc celui-là, il me tente bien aussi. Donc ça, c'était les sorties chez Atalia. Une prochaine sortie chez OE Games aussi, c'est It's Them All. C'est un jeu dans lequel on va incarner des zombies et notre but, ça va être de manger les humains. Donc pour une fois, je trouvais ça intéressant parce que d'habitude, on joue les humains qui veulent tuer les zombies. Et ben là, du coup, c'est l'inverse, on joue les zombies qui veulent tuer les humains. Et je trouvais ça assez marrant, ça m'intrigue beaucoup. C'est un jeu un peu semi-coopératif parce qu'on est un peu ensemble pour tuer les humains, mais à la fin, bah, c'est celui qui en aura le mangé le plus qui va remporter la partie. Et donc ça m'intriguait bien. On n'a pas eu l'occasion d'y jouer, mais s'il est proposé dans un autre festival, je pense qu'on le testera. Les futures sorties chez Asmodée, il va y avoir Dixit édition Disney. Ça c'est une sortie que j'attends avec impatience. On adore Dixit, c'est un jeu d'association d'idées qui est vraiment bien et on adore Disney, donc c'est vraiment une version qui va nous plaire, je pense. Dès qu'il va sortir, il va se retrouver dans la ludothèque. Même si on ressort pas Dixit tous les jours, je trouve que la boîte est vraiment super jolie et rien que pour la boîte, limite, ce sera trop bien de la voir à la maison. Et j'ai vu un aperçu des cartes, elles sont vraiment trop belles. Franchement, le jeu est super beau. Si vous aimez Dixit et que vous aimez Disney, foncez. Pour rester sur le thème Disney, il y aura aussi Double Disney qui va sortir bientôt. Du coup, bah, si vous connaissez Double, le principe c'est vous avez une carte, il faut trouver le symbole identique entre votre carte et la carte au centre de la table. Et là, par exemple, c'est le symbole du petit renard, c'est Rox, je sais pas, Rox et Rookie du coup. Et du coup, selon les variantes, il faut soit se débarrasser de toutes ces cartes, soit en récupérer un maximum. Enfin, franchement, c'est très sympa pour les plus jeunes et même pour nous les adultes, on y a joué et c'était très marrant. Voilà. Une prochaine sortie aussi chez Asmodée, c'est 5 Minute Mystery. Ça reprend un peu la gamme de 5 Minute Dungeon, sauf que là, on n'est pas dans un donjon à vouloir battre des monstres. Là, on va plutôt essayer de percer
le code. Donc là, vous voyez à gauche, il y a une sorte de roulette avec les 5 symboles. Il va falloir du coup analyser la carte pour trouver la suite de symboles qui va nous permettre de trouver le mystère. Ça avait l'air vraiment sympa. Je m'y suis pas intéressée plus que ça, mais je pense que dès qu'il va sortir, je vais y m'intéresser parce que bah, c'est toujours un jeu d'enquête, déduction logique et franchement, on adore ça à la maison, donc voilà, ça a l'air sympa. En plus, chaque code peut être résolu entre 5 et 15 minutes, d'après ce qu'on m'a dit. Donc ça reste un temps raisonnable, donc on va pouvoir enchaîner les parties et ça va être sympa. Ensuite, chez Asmodée, il va y avoir aussi Challenger 2 qui va arriver. Je sais pas si vous avez joué au Challengers 1, mais moi j'ai adoré. Et donc j'ai hâte de voir ce que le 2 propose. En tout cas, ce sera des nouvelles couleurs de cartes qui vont pouvoir être mélangées avec le 1. Donc si vous voulez plus de rejouabilité, vous pouvez mélanger vos deux jeux. Voilà, il y aura sûrement des nouvelles règles qui vont apparaître et tout ça, donc j'ai hâte de le tester. Ça va être super. Voilà pour Asmodée. Et enfin, Gigamic. Donc les prochaines sorties chez Gigamic, il y aura Dorf Romantique. Dorf Romantique, apparemment, il y a un jeu vidéo du même nom. Je n'y ai jamais joué, mais dans ce jeu, il va falloir construire notre petite ville en ajoutant des terrains, des rivières, etc., des chemins de fer, et il va falloir réaliser des petits objectifs. Et c'est un jeu coopératif, donc on va vraiment jouer tous ensemble pour construire tranquillement notre petite ville. Et à la fin de chaque partie, on aura un score. Et donc bah, le but à chaque fois, ce sera de faire le meilleur score possible. Il n'y a pas vraiment de gens qui vont gagner ou perdre. C'est plus, voilà, on a fait notre score. Et si on y rejoue, on essaiera de faire un meilleur score. Et c'est un jeu en campagne. Enfin, il y a des boîtes à ouvrir, il y a du matériel qui s'ajoute au fur et à mesure des parties. Donc ça a l'air vraiment d'être un jeu très très riche, très cool aussi. On y joue tranquillement, on fait sa petite ville. Ça a l'air très 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 sympa, ça me tente beaucoup. Ensuite, il y a Point City qui va arriver aussi chez Gigamic. Là, c'est un jeu qui reprend un peu le design de Salade de points, si vous connaissez. Et là, bah, du coup, le but, ça va être de faire des points en récupérant des cartes pour créer sa ville. J'en sais pas plus, je peux pas trop vous en dire plus, mais en tout cas, ça a l'air bien sympa. C'est un petit jeu familial qui se joue aussi très très rapidement, voilà. Vers l'infini mais pas l'au-delà, c'est un nouveau jeu d'ambiance qui va arriver aussi bientôt. C'est un jeu un peu de culture barrée où personne ne connaîtra jamais les réponses aux questions qui vont être posées. Par exemple, une des questions qui nous a été présentée, c'est combien la reine d'Angleterre a-t-elle d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et du coup, le premier joueur commence, il peut donner une valeur, par exemple, il peut dire 10. Et après, si le joueur suivant pense que c'est plus, ils peuvent surenchérir. Et en gros, il y a une sorte de fusée au centre de la table et les joueurs vont pouvoir rester ou sortir de la fusée s'ils pensent que la valeur est plutôt correcte ou s'ils pensent que la valeur est vraiment trop surestimée, ils vont sortir de la fusée. Et à ce moment-là, si la valeur est sous-estimée ou exacte, les joueurs qui sont restés dans la fusée vont marquer des points. Par contre, si la valeur est surestimée, les joueurs qui sont restés dans la fusée ne vont pas gagner de points. Je sais pas s'ils vont en perdre, mais en tout cas, bah si, je pense. Je sais pas. Mais du coup, bah l'idée ce sera d'essayer d'estimer toutes ces réponses aux questions, et c'est des questions vraiment où vous ne pouvez pas savoir la réponse. C'est vraiment voilà, et c'est très très marrant à jouer. Voilà, le dernier jeu de chez Gigamic, c'est Bonsai. C'est un jeu qui va sortir début 2024 pour
Cannes, si tout se passe bien. Et donc c'est un jeu dans lequel on va créer notre petit bonsaï avec des tuiles. Je trouvais ça trop mignon, du coup j'ai mis une petite photo. Et donc on va en gros à chaque tour récupérer des petites tuiles et puis créer son petit bonsaï. On va avoir des objectifs à réaliser, par exemple mettre les fleurs à tel endroit, etc. Et ça a l'air tout super beau comme jeu. C'est un thème très original, je trouve. Apparemment, le bonsaï qui est là sur la photo, c'est très très rare de faire des bonsaïs aussi beaux. Généralement, nos bonsaïs ressemblent pas à grand chose, mais ça a l'air super marrant comme jeu, enfin super plaisant, zen et cool à jouer. Et le thème est vraiment super original. Voilà, j'espère qu'il sera présenté dans de futurs festivals. Comme ça, je pourrais le tester. J'aimerais bien. Voilà. Voilà, du coup, je vous ai présenté tous les jeux auxquels j'ai joué au festival et puis tous les jeux qui m'ont été présentés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des jeux qui vous intéressaient, que vous avez, si jamais vous avez aussi testé des jeux au festival, j'espère que vous avez aimé avoir mon avis et que vous partagez mon avis ou pas du tout, hein. Des fois, j'aime des jeux que d'autres personnes n'aiment pas ou je n'aime pas des jeux que d'autres personnes aiment et donc c'est intéressant aussi de voir les points de vue de chacun. J'espère que ce live vous a plu et merci à vous d'être venus. J'espère que vous reviendrez et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à la prochaine!